Please be seated. We'll use a swap. Je vais demander au bureau du procureur de continuer leur présentation. Nous avons maintenant jusqu'à 6h30. Merci Madame la Présidente. Toujours le 28 février, je reprends ma liste d'incidents. Toujours le 28 février 2011, donc, à Yopougon, les occupants d'un véhicule de patrouille CRS ont stoppé et tué un homme. Celui-ci poussait une brouette et était surnommé le Guinéen. Ils l'ont accusé d'avoir voté pour Ouattara. 25e incident. P184 a entendu que, toujours en février 2011, à la Riviera, les forces de l'ordre ont fait appel à des miliciens pour attaquer et violer des femmes du RHDP qui devaient protester contre le blocus de l'hôtel du Golfe. Le 1er mars 2011, le chef de la communauté burkinabé de Logvigwe, à Agboville, a été brûlé vif par les partisans de Gbagbo. Toujours le 1er mars 2011, mais cette fois à Abidjan, le SECOS a brûlé vif 2 Nigériens, respectivement vendeurs de bois et chauffeurs de taxi. Ils ont invoqué un discours de Charles Blé Goudet. Le 3 mars 2011, à Abobo, les FDS ont tiré sur une manifestation de femmes supporters de Ouattara. Ils ont tué au moins 7 femmes et ont blessé nombre d'entre elles. Ma collègue Maria Berdenikova y reviendra demain en détail, s'agissant d'un incident visé dans les charges. Dans la nuit du 4 au 5 mars 2011, à Port-Boué, plus précisément au quartier Jean Folly, des jeunes patriotes ont brûlé vif un cordonnier burkinabé. Ce cordonnier était infirme de son état. Il était accusé d'avoir hébergé des rebelles. 30e incident. Les 4 et 8 mars 2011, à Yopougon, environ 150 jeunes armés de machettes et de haches ont scandé, je cite, « Tuez, brûlez, tuez, brûlez. Vous devez tous partir. » Fin de citation. Ils ont fait irruption et se sont livrés au pillage dans les étalages de marchands ouest-africains. Bilan, un blessé par machette. Le 11 mars 2011, toujours à Yopougon, un Burkinabé a été tué par des jeunes miliciens pro-Gbagbo. Ils le soupçonnaient d'informer les rebelles. Entre le 13 et le 22 mars 2011, une répression à l'arme lourde a été menée par des FDS, dont la garde républicaine, sur des populations et des quartiers réputés favorables à Ouattara, comme Adjamé ou Abobo. Bilan, au moins 40 morts, dont des femmes et des enfants, et plusieurs centaines de blessés. Et notamment, le 17 mars 2011, à Abobo, les FDS ont tiré au mortier sur un marché fréquenté par les civils et ses environs, faisant plus de 25 morts et plus de 40 blessés. Ma collègue Christina Varga y reviendra demain également, s'agissant d'un incident visé dans les charges. Les 21 et 22 mars 2011, à Williamsville cette fois, des miliciens ont tué 3 personnes, dont 2 dans leur maison. Le 22 mars 2011, à Bédigouzan,
dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, des miliciens pro-Gbagbo et des mercenaires ont attaqué la partie du village où vivaient les ressortissants ouest-africains. Bilan, au moins 37 morts ouest-africains. 35e incident. Le 24 mars 2011, à Adjamé, le témoin PEX 87 a entendu que 2 personnes ont été tuées par les forces pro-Gbagbo tirant de façon indiscriminée dans la zone. Précision, dans ce contexte, il n'est pas étonnant que de nombreuses personnes tentaient de quitter Abidjan, voire justement P87 et également P185. Le 25 mars 2011, à Bloléquin, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, des mercenaires et miliciens pro-Gbagbo ont tué plus d'une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants de groupes ethniques du nord de la Côte d'Ivoire ou d'origine de pays voisins. Le 28 mars 2011, à Douékoué, toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, des mercenaires libériens et des miliciens pro-Gbagbo ont tué, en rentrant dans les enceintes des maisons, des partisans réels ou présumés de Ouattara sur la base de raisons politiques ou ethniques. Parmi les tués, un imam et 3 Maliens. Toujours le 28 mars 2011, mais à Williamsville, des miliciens ont tué 3 bouchers maliens. Le lendemain, 29 mars 2011, sur la route d'Abobo et d'Adjamé, le témoin P49 a assisté au meurtre par des miliciens ou mercenaires d'une personne accusée d'être rebelle. « 40e incident. Le 29 mars 2011, à Adjamé, 9 immigrants ouest-africains ont été arrêtés et emmenés en voiture de police à un commissariat. On leur a tiré dessus à l'arrière du commissariat. Bilan, 6 morts, 3 blessés. Le 30 mars 2011, toujours à Adjamé, des miliciens ont stoppé un pick-up. Ils ont tué le commis du conducteur après avoir demandé ses papiers. Le 2 avril 2011, à Port-Boué, des étudiants armés de Kalachnikov et de machettes ont tiré à bout portant sur 4 Burkinabés couchés à terre lors d'un contrôle d'identité. Au moins un blessé par machette. Le 10 avril 2011, à Yopougon, 5 Dioula ont été arrêtés par des miliciens. Après contrôle d'identité, ils ont été traités de rebelles, tués et brûlés. Le 12 avril 2011, des jeunes miliciens et des mercenaires pro-Gbagbo ont attaqué plusieurs zones de Yopougon, faisant plus de 80 morts et des blessés. Les victimes étaient des civils originaires du nord de la Côte d'Ivoire et de pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Au moins 17 femmes ont été violées. Un rapport de l'ONU mentionne l'existence de fosses communes en lien avec cet incident. Ma collègue Fleury Huc y reviendra également demain, s'agissant d'un incident visé dans les charges. Enfin, 45e et dernier incident. Entre les 5 et 8 mai 2011, des miliciens et mercenaires du Libéria, à la solde de Gbagbo, ont tué entre 120 et 220 civils à Irobo, Grand Laou, Fresco, Niégréboué, Confroto et Sassandra, alors qu'ils battaient en retraite le long de la côte. Ces meurtres ont été pour la plupart motivés par l'appartenance ethnique. Les 3 derniers écrans, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, ventilent le nombre de victimes par catégorie d'attaquants. On constate qu'on a plus de 82 morts imputés au SDS,
32 aux jeunes miliciens et plus de 405 aux forces pro-Gbagbo mixtes, soit un total de plus de 519 morts. Permettez-moi une précision. La différence par rapport au chiffre de 700 morts mentionné au paragraphe 20 du document contenant les charges s'explique notamment par le fait que 1. Les 45 incidents listés ici ne constituent pas l'ensemble de ce qui peut être visé dans les sources du dit paragraphe 20. Et 2. À chaque fois, on a pris ici la fourchette basse. À titre d'exemple, pour l'incident en mai 2011, avec 120 à 220 victimes, l'accusation a retenu le nombre de 120 morts seulement. Que ressort-il de cette présentation, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge? On voit que, 1. Ces attaques ont été très nombreuses. Rien qu'ici, on en a listé 45. 2. Ces attaques ne se sont pas limitées à 1 ou 2 jours, voire semaines. Elles se sont déroulées de façon continue et régulière sur plus de 5 mois, de fin novembre 2010 à début mai 2011. Sachant qu'il y en avait en fait des violences dès le premier tour de l'élection fin octobre 2010. 3. Ces attaques n'ont pas été confinées à un seul endroit. Elles ont affecté une grande partie du pays, la zone peuplée d'Abidjan, notamment Abobo et Yopougon, mais aussi le sud-ouest du pays et la côte. 4. Elles visaient des groupes multiples de civils, comprenant les partisans politiques, mais aussi les personnes associées à Ouattara, en raison notamment de leur origine géographique ou de leur religion présumée. 5. Leur intensité a été incontestable. Et 6. Leurs effets ont été importants en termes de victimes et de déplacements de population. Au total, il s'agit bien d'une attaque contre la population civile qui doit être connue comme généralisée. Mais il s'agissait tout en même temps d'une attaque systématique. Les victimes étaient clairement ciblées. Les auteurs pro-Gbagbo impliqués ont été nombreux. Les forces de sécurité ont joué un rôle majeur dans la conduite des attaques et ont agi de concert avec mercenaires et jeunes miliciens. C'était méthodique, emploi de barrages et contrôle d'identité pour cibler les victimes et recours aux immolations par le feu. Les auteurs utilisaient parfois des armes lourdes. Les ressources financières impliquées étaient importantes pour l'emploi de mercenaires, par exemple. Et surtout, comme on va le voir dans ma deuxième présentation, ces attaques résultaient d'une politique adoptée par Laurent Gbagbo. Je vous remercie de votre attention, Madame la Présidente, honorable juge, et je vais pouvoir passer à ma deuxième présentation. Madame la Présidente, honorable juge, ma deuxième présentation dure entre 45 et 50 minutes, mais je ne suis pas très sûr de pouvoir terminer dans les temps aujourd'hui, si bien qu'il est possible que je conserve le dernier tiers pour demain. Mais je verrai au fur et à mesure de l'avancement. Je vais donc présenter maintenant le plan commun, c'est-à-dire la politique menée par Laurent Gbagbo et ses proches qui a conduit aux attaques contre les civils dont je viens de faire état.
Lors d'un discours à Divo le 27 août 2010, Laurent Gbagbo déclare, je cite, « Il y a des gens qui croient que quand l'homme politique que je suis fait des concessions, discute, c'est toute la République. Non, j'ai aussi des bras. Et il y a des moments où je dis à ces bras-là, restez tranquilles, je vais négocier. Mais quand le moment arrive, les bras se lancent. » Fin de citation. Voir vidéo 0018-0005 à 7 minutes 12 secondes. C'était annonciateur. Au lendemain du second tour des élections, en décembre 2010, Laurent Gbagbo a lancé ses bras contre les civils partisans de Ouattara. L'accusation a réuni des preuves donnant des motifs substantiels de croire que Laurent Gbagbo a élaboré et mis en œuvre une politique visant à le maintenir au pouvoir par tous moyens, notamment à travers des attaques contre les civils, partisans réels ou supposés de Ouattara, politique mise en œuvre par un groupe organisé sur lequel il exerçait son contrôle. Le point de départ, c'est que Gbagbo est décidé à rester au pouvoir, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle de 2010. Gbagbo accède à la présidence en 2000. Tout montre qu'après 10 ans, il n'avait pas l'intention d'abandonner le pouvoir. D'autant que Laurent Gbagbo estime que ses prérogatives constitutionnelles ont été reniées en 2003 par les accords de Marcoussis. Et surtout, il croit être le seul à incarner les intérêts de la Côte d'Ivoire comme État indépendant. Pour lui, Ouattara est, je cite, un candidat pour l'étranger. Fin de citation. Voir IRN 0021-0095, page 0101. La détermination de Laurent Gbagbo de conserver le pouvoir, quelle que soit l'issue du scrutin, s'exprime très tôt. Son slogan de campagne, qui a déjà été évoqué, est, je cite, « Avec Gbagbo, on gagne ou on gagne ». Fin de citation. IRN 0018-0100. Il n'y a pas d'alternative envisagée. Gbagbo dit lui-même, lors d'un interview donné en anglais en octobre 2010, je cite, « Je ne serai pas battu, je suis ici, j'y reste ». Fin de citation. IRN 0003-0484, page 0488. Tous les partisans de Gbagbo sont conditionnés dans ce sens et comprennent que Gbagbo ne partira pas. Le témoin P44 déclare, je cite, « On gagne ou on gagne signifie que, même si on dit que c'est le RHDP qui a gagné, là, nous, on dit non, c'est nous, on a gagné. » Fin de citation. Cela signifie que même si on perd, Gbagbo, ouvrez les guillemets, ne va pas partir. IRN 0014-0601, ligne 506 à 523. Gbagbo, Madame la Présidente, honorable juge, ne cessera d'afficher jusqu'au bout sa détermination à garder le pouvoir. Les 21 et 31 décembre 2010, ils précisent qu'ils ne vont pas céder. Voir l'IRN 0018-0590. Cette déclaration est faite peu après la répression sanglante de la manifestation sur la RTI. Le 3 mars 2011, Gbagbo instruit le porte-parole du gouvernement de dire qu'il s'engage à rester debout. Voir l'IRN 0025-0100. C'est le même jour que l'attaque sur la marche des femmes à Abobo. Le 9 avril 2011,
2 jours avant sa chute et 3 jours avant les incidents de Yopougon, Gbagbo exprime dans un communiqué du gouvernement, je cite, « toute sa détermination à continuer la lutte ». Fin de citation. Voir entre autres l'IRN 0018-0590. Et tout au long de l'année 2010, Laurent Gbagbo a pris les dispositions destinées à lui permettre de garder le pouvoir. Le témoin P48 déclare, je cite, « Avant le premier tour des élections, j'ai reçu des informations selon lesquelles le régime de Laurent Gbagbo faisait des préparatifs pour réagir violemment s'il perdait l'élection. » P48 était bien placé pour savoir cela, compte tenu de ses contacts privilégiés dans le camp de Laurent Gbagbo. Paragraphes 46 et 122 de sa déclaration. C'est corroboré par le témoin P44. Ce dernier dit, je cite, « On allait pour les élections. Il fallait préparer les gens qui vont défendre après si les choses ne tournaient pas comme nous on le souhaitait. » Fin de citation. Voir l'IRN 0014-0742, ligne 740 à 742. De fait, plusieurs mois avant l'élection, Gbagbo pose les bases de l'organisation qui mettra en œuvre sa politique d'attaque contre les civils. Un exemple. En août 2010, Gbagbo signe un décret relatif à Mangou, chef d'état-major des armées, Kassaraté, commandant de la gendarmerie, Fossigno, commandant de la marine nationale, Akakajo, commandant des forces aériennes, Detoleto, commandant des forces terrestres, Dogboblé, chef de la garde républicaine, et Bipoint, chef du SECOS. IRN 0002-1017. Tous ces hommes sont promus généraux ou gagnent une étoile de plus. Gbagbo renforce ainsi, peu avant les élections, la position de militaires qui lui sont proches, et tous seront à ses côtés durant la crise. À ces dispositions organisationnelles, s'ajoutent des dispositions matérielles. Dès avril 2010, on a la trace de recrutement de mercenaires étrangers, clairement pour lutter contre Ouattara. Voir la pièce 0018-0084, saisie dans la chambre même de Laurent Gbagbo. Bertin Cadet est à la manœuvre, depuis longtemps dans ce domaine. Bertin Cadet, c'est le neveu et le conseiller de Gbagbo chargé des équipements militaires. Voir notamment P44, IRN 0014-0768, ligne 136 à 144 et ligne 560 à 566. On retrouvera les mercenaires dans les incidents contre les civils. Gbagbo s'occupe aussi de l'armement, et ce malgré l'embargo. Ainsi, en août 2010, il y a achat de grenades HG-80 par le ministère de l'Intérieur. Il y a même un dépôt d'armes à la résidence et à la présidence de la République. Ces dépôts existent, certes, depuis un certain temps, mais quand Gbagbo est arrêté, on constate que le dépôt de la résidence est bien rempli. Voir notamment le témoin P69, IRN 0017-0077,
lignes 343 à 362. Et c'est là encore Bertin Cadet qui est à la manœuvre. Pour preuve, voir le rapport des Nations Unies 0021-0125, page 0136. Également, de août à novembre 2010, dans la forêt Banco, il y a entraînement militaire de jeunes miliciens sous l'égide de Blé Goudet, qui est l'homme fort de Gbagbo auprès des jeunes. Gbagbo est derrière tout cela. P44 précise à cet égard, je cite, « Comme en qualité de président de la République, il ne peut pas recruter des gens en parallèle, il fallait passer par Blé Goudet pour former les jeunes. » Fin de citation. Voir l'IRN 0014-0742, ligne 762 à 764. On sait le rôle qui sera joué par ces miliciens. Enfin, toujours en termes de dispositions matérielles, P9 précise que, juste avant les élections, Gbagbo a ordonné de recruter 2000 hommes dans les forces armées. C'est soi-disant pour sécuriser les élections, voir entre autres l'IRN 0011-0529, ligne 27 à 152. Mais la suite montrera qu'il s'agissait surtout de sécuriser l'élection de Laurent Gbagbo. Organisation, disposition matérielle, mais au-delà, Laurent Gbagbo prépare aussi les esprits. Il légitime, dès avant l'élection, l'usage de la force contre ses opposants. Dans la vidéo déjà mentionnée du 27 août 2010 à Divo, Gbagbo s'adresse à la compagnie républicaine de sécurité. Il dit à la minute 5, Madame la Présidente, honorable juge, je cite, « Vous avez pour ennemi, je n'ai pas dit pour adversaire, j'ai dit ennemi, tous ceux qui sont contre la République. Et vous vous battez contre tous ceux qui sont pour l'illégalité. Votre rôle est de mater tous ceux qui sont contre la République. Je le dis à tous les bandits qui sont à Divo, ne vous rendez pas complices des bandits, des actes anti-républicains. » Fin de citation. IRN 0019-0007, page 8 à 10. Madame la Présidente, honorable juge, Gbagbo opère ici un amalgame volontaire entre la catégorie des bandits et la catégorie de ceux qui sont contre la République. Il les fusionne en un seul et même groupe, le groupe de ceux qui sont pour l'illégalité, le groupe des ennemis contre lesquels l'usage de la force est nécessaire. Et il exhorte son auditoire à ne pas discuter les ordres. L'accusation soutient que, dans la phraséologie de Gbagbo, les bandits, les anti-républicains, ce sont ceux qui sont contre lui, Ouattara et ses partisans. C'est ce que confirme la terminologie employée par différents membres de l'organisation de Gbagbo après les élections. Doc Boblé, chef de la garde républicaine, déclarera, je cite, « L'hôtel du Golfe est maintenant devenu un refuge de bandits. » Fin de citation. IRN 0007-0105. Pour rappel, l'hôtel du Golfe est le refuge de Ouattara. Simone Gbagbo scandera quant à elle le 15 janvier 2011, je cite, « Le temps des débats sur les élections de Gbagbo-Laurent, des chefs bandits, ce temps-là est passé. » Vidéo 0012-0003 à 2 minutes 32 secondes. Et Gbagbo, en ce qui le concerne,
poursuivra sa rhétorique sur l'illégalité en se présentant sans discontinuer comme le vainqueur légal. IRN 0018-0590. Les partisans de Laurent Gbagbo ont bien reçu le message de violence. À leurs yeux, Ouattara et ses partisans ne sont rien. Les pro-Gbagbo véhiculent le slogan, je cite, « Il n'y a rien en face, c'est maïs », voire P107, paragraphe 28, corroboré par P44 à l'IRN 0014-0601, ligne 657 à 674. Et la disposition d'esprit des pro-Gbagbo est claire. P107 dit que, je cite, « Avant le premier tour, il y avait des groupes de jeunes à Yopougon. Ils disaient qu'ils allaient tuer les partisans d'Alassane Ouattara. C'étaient des miliciens. » Fin de citation, voire paragraphe 21 à 23. De façon similaire, P109 a entendu les jeunes de la majorité présidentielle dire avant les élections, je cite, « Tous ces gens qui suivent Alassane Ouattara ne resteront pas sur la terre ivoirienne », voire paragraphe 35 à 36. Enfin, P184 relate les violences commises dès le premier tour sur les militants du RDAR par les forces de l'ordre et les jeunes patriotes. Paragraphes 32 et 50. C'est dans ce contexte, une fois passées les élections, Madame la Présidente, honorable juge, que Laurent Gbagbo a choisi la force pour rester au pouvoir, base d'une politique de violence qui a duré plus de 5 mois. P09 précise que Gbagbo, je cite, a voulu que l'armée règle définitivement le problème, fin de citation, bien que, et c'est là un point fondamental, selon les forces de l'ordre, la situation n'imposait pas l'emploi des armes. Gbagbo a voulu engager toutes ses forces et l'armée. P09 ajoute que, je cite, dans l'esprit du président, il voulait qu'on n'ait pas à traîner là-dessus. Fin de citation. Voir l'IRN 011-0341, ligne 410 à 417, ligne 429 à 435, ligne 543 à 590, et notamment les lignes 520 à 533. Suivant l'accusation, Laurent Gbagbo a voulu tuer l'opposition dans l'œuf à tout prix. C'était grâce à la rue que Laurent Gbagbo a réussi à chasser le général Gaye en 2000, voire P44, IRN 0014-0622, ligne 525 à 538. L'accusation soutient que Laurent Gbagbo a voulu empêcher que les manifestants partisans de Ouattara ne le chassent à son tour en descendant dans la rue. Et l'accusation soutient que Laurent Gbagbo était décidé pour cela à utiliser la force armée au lieu de recourir aux moyens conventionnels de maintien de l'ordre. Force est en effet de constater que Laurent Gbagbo est vite passé à l'action. 1. Le 3 décembre 2010, réunion à la résidence présidentielle où l'importance de l'armée est soulignée, voir l'IRN 0018-0220. 2. Toujours en décembre 2010, réquisition de l'armée par Gbagbo pour lutter contre les manifestants en renfort de la police et de la gendarmerie, donc avec des moyens qui sont propres à l'armée, je cite, c'est-à-dire des moyens de guerre, parce que l'armée n'a pas de moyens conventionnels. Fin de citation, voire P09,
IRN 0011-0341, ligne 405 à 525. 3. Début décembre 2010, ordre de Laurent Gbagbo à l'armée de faire le blocus de Ouattara à l'hôtel du Golfe, voir notamment le témoin P46. 4. Mi-décembre 2010, ordre donné à Mangou par Gbagbo et ses ministres de stopper la manifestation pacifique sur la RTI le 16 décembre 2010, laquelle va se terminer dans le sang. Voir P10, IRN 0016-0130, ligne 556 à 590, et P109, paragraphes 173 et 178. Il est clair que les forces avaient l'ordre d'arrêter les manifestants à tout prix. Un gendarme déclara à P109, je cite, « Si vous allez dans cette marche-là, vous allez vous faire tuer cadeau. » Fin de citation, paragraphe 171. C'est une vraie politique d'attaque contre les civils qui est engagée. Le 29 janvier 2011, le document de l'ONUCI 0025-0138 atteste d'exactions quasi quotidiennes contre les partisans de Ouattara. On a vu dans la première présentation qu'il y avait une attaque généralisée ou systématique par les forces de Gbagbo contre les civils. Des attaques qui perdurent, ne donnent lieu à peu ou pas de détails dans les réunions de l'armée, restent impunies malgré leurs échos dans la presse, et sur lesquels l'ONUCI se voit parfois empêchée d'enquêter. Voir notamment P10, IRN 0016-0104, ligne 395. La conclusion, Madame la Présidente, honorable juge, est que ces attaques ne sont rien d'autre que la traduction de la politique de Gbagbo et de son organisation pour le maintenir au pouvoir. On trouve la preuve additionnelle de l'existence de cette politique quand on ausculte la dite organisation, ses membres, leur état d'esprit, leurs déclarations et leurs actes. Qui sont les membres qui font corps autour de Gbagbo? Sans être exhaustif, Madame la Présidente, honorable juge, dans l'organisation de Gbagbo pour rester au pouvoir, il y a d'abord des intimes. Son épouse, Simone Gbagbo, bien sûr. On l'appelait la Dame de Fer. Elle était députée d'Abobo et dirigeait de facto le Front populaire ivoirien, c'est-à-dire le parti de Gbagbo. Elle avait été à la tête de l'escadron de la mort, voir entre autres l'IRN 0018-0339. Il y a également Bertin Cadet, neveu de Gbagbo, dont on a déjà parlé. L'organisation de Gbagbo, c'est aussi naturellement les militaires. Les militaires sont indispensables dans le plan que Gbagbo s'est fixé. La pièce 0018-0220 du 3 décembre 2010, qui émane de la présidence, en souligne l'importance des militaires. Et de fait, dès le 3 décembre 2010, Gbagbo s'assure leur ralliement. Ce jour-là, tous les responsables des SDS viennent lui prêter allégeance. Un article rapporte les paroles de Mangou, je cite, « Nous sommes venus présenter notre admiration à Monsieur le Président, lui réitérer notre fidélité et lui dire que nous sommes prêts à accomplir toutes les missions qu'il voudrait bien nous confier. » Étaient présents Cassaraté, Fossigno, Bipoint, Doc Boblé, Detoleto et Bredou, chef de la police. Voir l'IRN 0002-1022. C'était crucial pour Laurent Gbagbo. L'organisation de Gbagbo a aussi une dimension gouvernementale, naturellement.
le 6 décembre 2010, il signe le décret de nomination du gouvernement en plaçant des hommes proches de lui ou de sa femme aux postes clés. Alain Dogou à la Défense, Émile Guiré-Aulou à l'Intérieur, ou encore Alcide Djedje aux Affaires étrangères. Sans oublier Blé Goudet, nommé ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Voir IRN 0018-0047, page 0050 et 0051. Blé Goudet. Sa nomination comme ministre de la Jeunesse était cruciale. C'était le général de la rue à qui Gbagbo faisait appel quand il voulait que la jeunesse batte le pavé. Je vous renvoie à la vidéo 0015-0476 à 7 minutes 40 et à P44 IRN 0014-0622 ligne 66 à 72 et ligne 288 à 291. Blé Goudet, principal leader de la galaxie patriotique, sera bien souvent aux avant-postes. Enfin, et précisément dans l'organisation de Laurent Gbagbo, il y a les leaders de la galaxie patriotique. La galaxie patriotique, c'est une nébuleuse de divers groupes soutenant Gbagbo. Il s'agit par exemple de la FESCI, qu'on a déjà évoquée, et d'autres grands groupes listés sur la pièce 0018-0158, trouvée dans la chambre même de Laurent Gbagbo. P44 déclare à ce propos, je cite, « Presque tous les gens de la majorité présidentielle, surtout les jeunes, les leaders de la galaxie patriotique, tout le monde était autour du président pour le soutenir dans le combat, pour rester au pouvoir. IRN 0014-0622, ligne 712 à 721. Cela fait du reste des années que Gbagbo s'est assuré leur fidélité en leur versant des subsides, voire les dizaines de reçus de 0025-0450 à 0025-0706. Et nous avons la preuve que de l'argent leur est versé au moins jusqu'en mars 2011, voire les multiples reçus dont le 0025-0651 ou 0025-0656. Et j'attire votre attention sur le reçu 0025-0702 signé par Damana Picasse. Picasse, c'est celui qui, le 30 novembre 2010, arrache les résultats des élections des mains du président de la commission électorale indépendante. Et je vous réfère sur ce point à P46, IRN 0014-0400, ligne 1481 à 1488. Car tous ces leaders, généraux et proches, montrent la même détermination que Gbagbo et sont soudés autour de lui dans le but de le maintenir au pouvoir. Quelques exemples. Vers le 15 décembre 2010, le général de Gboblé déclare, je cite, « La garde républicaine n'acceptera jamais et se battra de toutes ses forces et avec tous ses moyens. » IRN 0007-0105. Le 15 janvier 2011, Simone Gbagbo dit, je cite, « Dieu nous a donné la victoire, notre président est vigoureusement installé au pouvoir. » Fin de citation. IRN
0018, lignes 19 à 20 et 25 à 26. En janvier 2011, Mangou, accompagné de Blé-Goudé, déclare, je cite, « Nous n'accepterons pas que quiconque vienne ici pour toucher à un cheveu du président de la République. » Fin de citation. IRN 0003-0011. Vers le 20 mars 2011, un proche de Gbagbo s'emploie activement à obtenir de l'armement, voir les courriels 0021-5016 et 0021-5017. Le 21 mars 2011, à Yopougon, Blé-Goudé appelle quant à lui tous les jeunes à rentrer dans l'armée, voir notamment la vidéo 0015-0477. Et cela perdure après l'arrestation de Gbagbo. Un membre de son entourage fait alors part de sa volonté de renverser la situation et écrit, je cite, « Ouattara n'est pas un Ivoirien et il ne peut pas s'asseoir sur le trône de Côte d'Ivoire. » Fin de citation. Voir le courriel 0021-6533 du 15 avril 2011. J'insiste là-dessus. C'est le signe que le plan commun continue malgré et après l'arrestation de Gbagbo, et ce au moins jusqu'en mai 2011. Et les courriels des 19 et 24 avril 2011 relatifs à la fourniture de mercenaires et d'armement en témoignent. Voir les IRN 0021-6589 et 0021-6645. Ce qu'il y a de significatif, c'est que, dès le début de décembre 2010, il y avait déjà eu des victimes civiles. Autrement dit, toutes ces déclarations, Madame la Présidente, honorable juge, toutes ces déclarations, ces courriels, ces échanges sont faits en connaissance de cause. Car tous ces membres de l'organisation sont déterminés à maintenir Gbagbo au pouvoir en partageant activement l'option de Gbagbo pour la violence. Si vous le permettez, Madame la Présidente, honorable juge, je continuerai sur cet aspect demain, compte tenu de l'heure tardive. Je vous remercie. Je vous remercie. Effectivement, on est arrivé à la fin de notre séance. On a à peine quelques minutes. Alors, nous allons suspendre maintenant. On va lever la séance et nous rencontrer demain pour continuer votre présentation à 2h30. Je vous remercie à tous et la séance est levée. All rise, we will be there.